Pour notre deuxième vidéo, nous allons traiter d'un concept qui est au cœur de la réflexion critique de Frustration Magazine, celui du bourgeois et de la bourgeoisie. C'est pourquoi on va discuter de ça avec notre rédacteur en chef, Nicolas Framont. N'oubliez pas que le travail de Frustration Magazine est rendu possible grâce à vos dons, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Tipeee ou notre site internet. Bonjour Nicolas, celles et ceux qui sont familiers de Frustration te connaissent déjà, mais pour les autres, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ah oui, je m'appelle Nicolas Framont. Je fais partie des fondateurs et puis des personnes qui animent Frustration Magazine, qui est un site de critique sociale pour le grand public, c'est-à-dire qu'un de nos objectifs principaux, c'était vraiment de rendre accessible le concept de lutte des classes et de le rendre aussi opérationnel dans le quotidien des gens. Et puis à côté de ça, j'ai écrit particulièrement un livre qui s'appelle Parasite, qui est vraiment un livre sur la bourgeoisie française et internationale, et qui avait pour but d'incarner vraiment ce que c'est que la lutte des classes, et de donner des visages et des noms à celles et ceux qui nous l'amènent. Comment tu définis bourgeois? Un bourgeois, c'est une personne qui possède des moyens de production. Ça, c'est la définition économique de base, et elle est vraiment importante, mais il faut vraiment bien la comprendre, sinon il peut y avoir pas mal de malentendus. Donc, en fait, un moyen de production, ça peut être un outil de travail ou un patrimoine, par exemple l'immobilier, à partir du moment où il est productif, c'est-à-dire qu'il dégage des rentes ou du profit. Donc en fait, être bourgeois, c'est pas simplement posséder des choses, ça arrive à plein de gens, il y a y compris des gens qui possèdent leur propre logement, c'est le cas de la moitié des Français à peu près, mais c'est vraiment de posséder des choses qui permettent de dégager du profit, et qui permet notamment, quand il s'agit des moyens de production, de faire travailler d'autres personnes, et à partir de leur travail, eh bien, de s'enrichir, et de s'enrichir à travers les générations. Donc il y a cette idée-là, le bourgeois c'est celui qui possède des moyens de production, mais le bourgeois c'est aussi celui qui fait partie d'une classe sociale qui est la bourgeoisie. Et cette classe sociale, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle n'existe pas simplement du fait de son niveau de richesse, mais de la façon dont cette richesse lui donne du pouvoir sur les autres. Donc évidemment sur celles et ceux qui travaillent, mais aussi en fait sur l'ensemble de la société. Et dans un pays comme la France, et en réalité dans tous les pays capitalistes, l'économie, elle est toujours mixte. C'est-à-dire qu'il y a toujours un secteur public, étatique, des administrations, etc. Et il y a un secteur privé. Et en fait, la bourgeoisie, elle règne aussi sur le secteur public. Donc en fait, par extension, il faut se dire que les bourgeois, c'est des gens qui dirigent l'économie capitaliste, qui dirigent aussi le secteur public, via la politique, via la haute fonction publique, par exemple. Et donc bourgeoisie, donc ce mot, même s'il est revenu dans le débat public, il paraît encore parfois désuet, et on lui préfère souvent d'autres mots moins connotés, comme les riches, les ultra-riches, l'oligarchie. Mais est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des différences? En fait, c'est pas la même chose, mais c'est normal qu'on se pose la question des mots à utiliser, parce qu'en fait, un mot à utiliser, c'est quelque chose qui va à la fois décrire le réel le plus justement possible, et en même temps, on cherche à utiliser des mots qui vont faire sens auprès des gens à qui on parle. Donc par exemple, la Frustration Magazine, en 10 ans, on a changé un peu notre usage des mots. Au début, on parlait beaucoup des riches ou des élites, y compris on parlait de l'oligarchie. Sauf qu'en fait, ces mots, ils veulent pas dire la même chose exactement que bourgeois ou bourgeoisie. Par exemple, les riches, beaucoup de gens les utilisent, mais en fait, on voit bien que c'est un mot qui nous pose problème, parce que la richesse, être riche, c'est un adjectif qui est assez subjectif, qui est assez contextuel. On est toujours riche par rapport à quelqu'un d'autre. Donc en fait, techniquement, on est tous riches, sauf le plus pauvre des pauvres. Et d'ailleurs, on voit bien quand on utilise le mot riche, ça crée tout de suite une réaction, un débat de la part de notre interlocuteur qui veut dire « Oui, mais qu'est-ce que tu entends par riche? À partir de quand on est riche ?» Et cette question, malheureusement, elle est un peu sans fin. Et alors c'est pour ça que souvent, les gens qui disent riches, ils précisent les ultra-riches. En fait, la richesse, comme je disais tout à l'heure, ça suffit pas à définir ce qu'est un bourgeois. Parce qu'en fait, le bourgeois, c'est pas simplement qu'il est riche, c'est que cette richesse lui donne du pouvoir. C'est-à-dire que cet argent, il est, comme ils disent, investi quelque part. C'est un capital qui donne du pouvoir sur le travail des autres, ou sur, par exemple, les besoins des autres, hein, le besoin de se loger, par exemple. Donc ça, c'est important. Et aussi, on voit bien qu'il y a des gens qui sont riches, mais en fait qui ne sont pas des bourgeois. Alors peut-être qu'ils vont le devenir, mais par exemple quelqu'un qui s'enrichit d'un coup, comme les gens qui gagnent au loto. Ils ne deviennent pas d'un coup des bourgeois.
En fait, d'ailleurs, la Française des Jeux organise des formations pour leur apprendre à bien placer leur argent et à en faire un usage capitaliste. Parce que souvent, en fait, le mauvais réflexe des gens qui gagnent le loto, c'est de partager. Or, la Française des Jeux leur dit, hop, 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 attention, distribuez pas tout, vous devez placer ça, vous devez faire de l'investissement dans du patrimoine, dans des assurances-vie, etc. On leur apprend à devenir des bourgeois, mais ça va pas de soi. C'est pareil aussi pour les footballeurs. Les footballeurs, c'est souvent des gens qui viennent de milieux populaires et qui, à travers ce grand marché capitaliste qui est celui du foot professionnel, peuvent devenir très riches. Mais là encore, non seulement ils doivent apprendre à gérer cet argent-là, et en plus ils doivent adopter les codes du milieu bourgeois. Et en fait, d'ailleurs, dans les milieux bourgeois, on parle de nouveaux riches. Les nouveaux riches, c'est les gens qui se sont enrichis brutalement, mais font pas vraiment encore partie de la bourgeoisie, parce qu'ils n'ont pas tout à fait fait leurs preuves. En fait, souvent, on est bourgeois de génération en génération, et ce qui fait de vous un bourgeois, c'est votre naissance tout autant que votre richesse. Et ensuite, tu parlais d'oligarchie. Là, l'oligarchie, c'est encore autre chose. L'oligarchie, c'est pas une classe sociale, c'est un régime politique. Un régime politique oligarchique, c'est un régime politique où c'est un petit groupe de privilégiés, souvent, effectivement, en raison de leur niveau de richesse, qui dirigent les affaires d'un pays. À ce titre, on peut dire qu'en France, on vit certainement dans un régime oligarchique. Il suffit de voir les conditions dans lesquelles a été désigné et élu Emmanuel Macron. Il a été désigné par un groupe social qui est la bourgeoisie, qui a fait en sorte d'avoir un pouvoir politique qui gère ses affaires selon ses intérêts. Donc effectivement, on est dans un régime oligarchique, mais là, il s'agit bien d'une forme de régime politique. L'oligarchie, c'est pas une classe sociale. C'est la façon dont cette classe sociale-là prend le pouvoir, mais cette classe sociale, ailleurs dans le monde, elle le fait différemment. Par exemple, elle peut le faire via le biais de dictatures, de régimes militaires, parfois même de régimes plus démocratiques. Le sociologue Pierre Bourdieu a défini plusieurs types de capitaux qui structurent les inégalités et la reproduction de celles-ci dans le temps. Donc on a le capital économique, avoir de l'argent, mais aussi le capital social, avoir un gros carnet d'adresses, et le capital culturel. Le dernier, c'est le fait d'avoir des diplômes, une culture littrée, des références culturelles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avoir du capital culturel, ça suffit pour se définir comme bourgeois? La contribution du sociologue Pierre Bourdieu à notre compréhension des classes sociales et la lutte des classes, elle est assez fondamentale, parce qu'en fait, il est venu enrichir les catégories d'analyse de ce qu'est une classe sociale. Il a montré qu'une classe sociale, c'était pas simplement une dimension économique, qu'en fait, faire partie d'une classe sociale, c'était effectivement savoir utiliser et être doté en capitaux. Des gens qui sont bien nés, qui ont des parents riches, c'est aussi des gens qui auront aucun souci à trouver un stage ou un premier boulot quand ils sortent de leur école de commerce, parce qu'effectivement, ils ont ce capital social, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau d'interconnaissances qui fait que pour eux, tout va être plus facile. Et puis ensuite, il y a la question du capital culturel dont tu as parlé. Donc le capital culturel, c'est le fait d'avoir une série de savoirs et de pratiques culturelles qui fondent ton appartenance à une classe dominante et qui te permettent de te distinguer des autres classes sociales. Voilà, Bourdieu il a écrit un livre en 1979 qui s'appelle La Distinction et qui montre qu'il y a une série de pratiques sociales qui sont classantes socialement et que le fait de faire ce type de sport-là, d'avoir telle référence culturelle, d'aller à l'opéra, d'aller au théâtre, eh ben, ça permet aux bourgeois de se distinguer du reste de la société et donc de fonder leur appartenance à la bourgeoisie. Et ça produit d'ailleurs une violence qu'il appelle la violence symbolique. C'est quelque chose qu'on est beaucoup sans doute à avoir ressenti. C'est ces moments où on se sent en décalage, où on sent un malaise entre nos propres références, nos propres pratiques culturelles et celles qui sont établies comme légitimes, estimables. Et ce qui est légitime et estimable, c'est toujours dicté par la bourgeoisie. Donc ça, Bourdieu, il a montré ça. Après, pour autant, est-ce que le fait d'avoir un niveau d'études élevé fait de toi un bourgeois? En fait, plus vraiment, même plus du tout, parce que pour le coup, depuis le moment où Bourdieu a théorisé l'importance des études, d'un parcours universitaire, etc., les choses ont énormément changé. Il y a eu une très forte démocratisation scolaire. De nos jours, c'est 80% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat, donc qui de fait accède à un niveau après le lycée. C'était pas du tout les mêmes chiffres dans les années 60-70. Et surtout, c'est 33% des 24-35 ans qui ont un niveau d'études équivalent ou supérieur à Bac+2. Donc en fait, on peut plus dire que le fait d'être diplômé, c'est quelque chose qui fait de toi un bourgeois.
En fait, il y a eu un déplacement, il y a eu un peu une sorte de translation de ce qu'est la distinction à travers les études. C'est que de nos jours, les bourgeois, effectivement, se distinguent toujours à travers les études, mais quelque part, ils sont allés dans d'autres espaces. Par exemple, dans les grandes écoles. Mais même pas toutes les grandes écoles, certaines grandes écoles parisiennes, Polytechnique, Sciences Po Paris, l'ENA. Et même au sein de ces grandes écoles, on voit qu'en fait, il y a des univers sociaux cloisonnés où en fait, les vrais bourgeois, eux, ils sont dans certains clubs, ils ont un certain entre-soi, ils ont une certaine façon d'utiliser ces savoirs-là. Donc en fait, l'équivalence études égale bourgeoisie, elle est erronée. Et je pense qu'il y a un usage qui est parfois un peu excessif de Pierre Bourdieu, un usage un peu culturaliste, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'en fait, à force de parler de la dimension culturelle de la domination sociale, on en vient à oublier la domination économique. Et la domination économique, c'est vraiment où on est situé dans l'appareil productif. Est-ce qu'on est subordonné? Est-ce qu'on est donneur d'ordre? Est-ce qu'on a du capital qui fait qu'on fait travailler les autres? Ça reste des choses fondamentales. Et d'ailleurs, Bourdieu disait pas le contraire. Lui, il a enrichi tout ça. Mais en fait, la question économique reste quelque chose qui nous permet vraiment de comprendre cette nouvelle configuration. Parce qu'en fait, la configuration de la lutte des classes, elle évolue en permanence dans le temps. C'est ça qui la rend parfois difficile à saisir. Même le rapport aux pratiques culturelles évolue dans le temps. Ce qui était quelque chose qui était très connoté socialement dans les années 70 n'est plus le cas. Des choses comme ça, très clichés, comme l'équitation, par exemple, dans les années 70, qui étaient vraiment des marqueurs sociaux très forts, qui étaient très exclusifs, on voit bien que ça s'est démocratisé. Maintenant, le fait de faire d'équitation, c'est plus quelque chose qui va mathématiquement vous amener à faire partie de la bourgeoisie. Voilà. Donc c'est important de se rappeler que ce qui compte, c'est notre place dans l'appareil productif, c'est notre place dans vraiment la lutte des classes sur le plan économique qui nous permet toujours, et de façon, je trouve, la plus efficace possible, de comprendre ce qu'est l'appartenance à la bourgeoisie. Il y a quelque chose qui ressort de ce que tu dis, c'est aussi que la bourgeoisie n'est pas une classe homogène. Et pour le dire plus simplement, il y a des importants écarts de richesse et de mode de vie au sein de cette bourgeoisie. Et c'est pourquoi on accole souvent des adjectifs, comme bourgeoisie culturelle, petite bourgeoisie, bourgeois bohème, dit bobo, bourgeoisie de gauche, sous-bourgeoisie, bourgeoisie industrielle, grande bourgeoisie. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces différents types de bourgeoisie? Qu'est-ce qui les distingue, mais aussi qu'est-ce qui les rassemble? Bah, c'est vrai qu'en fait, rien que si on se base sur le revenu ou le patrimoine, en fait, dans les 10% les plus riches de la population française, par exemple, c'est là qu'on trouve le plus d'inégalités. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 90% des gens, on a des niveaux de revenus qui varient, évidemment, mais qui sont à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et à partir du moment où on est dans les 10% les plus riches, 5% les plus riches, il y a des différences qui sont exponentielles. Donc en fait, souvent, les bourgeois eux-mêmes, quand tu leur dis qu'ils font partie de la bourgeoisie, ils sont là, non, non, il y a différentes bourgeoisies. Ils sont les premiers à le dire. Et ils n'ont pas tort. Mais alors comment on peut faire ça? Alors à Frustration Magazine, comme dans Parasite, à travers voilà, toutes nos années d'enquêtes et d'articles sur le sujet, on a fini par établir, on va dire, 3 grandes catégories, qui elles-mêmes pourraient être déclinées en sous-catégories, mais je pense qu'elles permettent un peu de comprendre un peu comment tout ça se structure. La première catégorie, c'est vraiment la bourgeoisie avec un grand B, qu'on pourrait aussi appeler la grande bourgeoisie. Donc la grande bourgeoisie, c'est vraiment ceux qui, au niveau national et au niveau mondial, ont la mainmise sur l'économie et sur les États, souvent de génération en génération, souvent dans le cas de la France depuis le XVIIIe au XIXe siècle. C'est vraiment ces grandes familles qui font partie du classement des 500 plus grandes familles, des 500 plus riches familles de France établies chaque été par le magazine Challenge. Les familles Peugeot, les familles Saadet, les familles Arnault, les familles Bolloré. Voilà, là, c'est vraiment la grande bourgeoisie qui a une mainmise sur notre économie. Donc là, je dirais, c'est presque le plus facile à comprendre et le plus facile à décrire, et on en a parlé jusque-là. Ensuite, effectivement, il y a des gradations dans tout ça. Bon, déjà, au sein de ces grandes familles, il y en a des plus ou moins puissantes, hein, entre ceux qui sont tout en haut du classement, comme la famille Arnault ou la famille Bettencourt, et ceux qui sont en bas, comme des noms qu'on connaît beaucoup moins. Bon, il y a des différences. Mais ensuite, il y a un autre groupe, c'est la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, ça va être tout ce qu'on va dire le petit, le moyen patronat, donc les patrons de PME. Une PME, attention, ça peut aller jusqu'à 499 salariés, hein, donc ça fait pas mal d'entreprises, quand même des grosses. Donc c'est des gens, c'est le même mécanisme, hein. Ils sont propriétaires de moyens de production, ils ont du pouvoir sur le travail des autres, ils en tirent des profits, hein, qui sont aussi importants, hein. C'est pas parce qu'une entreprise est petite qu'elle ne génère pas de profit.
Mais évidemment, rapporté à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du globe, ils représentent pas grand-chose. Mais la petite bourgeoisie, je trouve qu'on la comprend bien quand on regarde au niveau local, au niveau des petites villes, au niveau de la campagne. C'est des gens qui, localement, par contre, vont avoir beaucoup de pouvoir. C'est aussi des gens qui vont être dans des professions libérales, qui vont posséder des cabinets d'avocats, etc. Bah, ces gens-là, qu'on peut aussi appeler les notables, hein, c'est-à-dire ceux qui comptent à l'échelle des petites villes, eux, c'est la petite bourgeoisie. Ils ont un pouvoir qui est très important au niveau local. Par exemple, sur la vie politique locale, quand on regarde, elle est très liée au choix politique de la petite bourgeoisie. Et c'est vraiment eux qui font la pluie et le beau temps sur la vie des villes moyennes et des villes petites en France. Ça, c'est la petite bourgeoisie. Pour comprendre ce qu'est la petite bourgeoisie, on peut écouter l'émission de RMC Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules, c'est vraiment une émission que je cite souvent parce qu'en fait, c'est des gens qui font croire qu'ils sont des gens normaux, qui d'ailleurs ont tendance à déformer leur profession. Donc il y a quelqu'un qui se dit fromager, mais qui en fait possède une grande fromagerie. Il y en a un, il se dit restaurateur, et il a une chaîne de restaurants. Donc c'est vraiment des patrons, d'ailleurs plutôt moyens, gros que petits, mais qui font comme s'ils avaient un style de vie et une façon de parler proche des gens. Et en fait, vraiment, quand on écoute les grandes gueules, c'est vraiment l'avis de la petite bourgeoisie, qui est d'ailleurs souvent très conservatrice, très réactionnaire, et qui est vraiment dans la défense du système, dont elle tire évidemment les gains. Et puis, il y a une troisième catégorie, pareil, dont on parle beaucoup, finalement je trouve qu'on en parle presque trop, beaucoup plus que de la bourgeoisie, c'est ce que certains appellent la bourgeoisie culturelle, et que nous, on appelle plutôt la sous-bourgeoisie. Pourquoi la sous-bourgeoisie? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont pas forcément propriétaires de moyens de production, mais qui ont quand même des postes élevés. Par exemple, alors moi je la distingue en deux groupes, hein, il y a la sous-bourgeoisie opérationnelle et la sous-bourgeoisie culturelle ou idéologique. C'est des courroies de transmission. C'est-à-dire que c'est celles et ceux qui permettent à la bourgeoisie de régner sur celles et ceux qui y travaillent et sur le reste des citoyens. Donc ça va être des gens qui, par exemple, sur le plan opérationnel, ça va être tous les cadres supérieurs des entreprises privées ou du secteur public, qui sont ceux qui mettent en place des politiques visant à augmenter le profit des actionnaires, ou bien des politiques visant dans le public à faire des économies sur le dos des fonctionnaires et des usagers, et qui sont là pour faire passer la pilule, y compris de façon autoritaire et répressive. Puis il y a un deuxième volet, c'est cette sous-bourgeoisie idéologique. C'est toutes celles et ceux qui produisent une atmosphère idéologique favorable aux intérêts de la bourgeoisie. Moi je dis c'est un peu le SAV de la bourgeoisie, quoi. C'est vraiment ceux qui essaient de nous dire qu'un système aussi injuste, intolérable et non méritocratique, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on constate voilà, est cruel, est en fait un système juste, et le seul possible, et méritocratique, c'est-à-dire que en fait, il promeut des gens qui ont du talent et de l'intelligence, il punit et il met plus pauvres des gens qui n'ont pas de talent, n'ont pas d'intelligence et ne font pas d'efforts. Voilà, ça c'est la sous-bourgeoisie idéologique, et dedans on trouve des profils variés, des universitaires, des chercheurs, des intellectuels, et évidemment des journalistes, hein, qui eux contribuent à cette atmosphère idéologique, et qui vraiment dans les périodes de tension de la lutte des classes, par exemple quand il y a une offensive de la bourgeoisie qui veut nous retirer notre droit à la retraite, notre droit au chômage, bah, ce sont ceux qui vont vraiment aller activer tous les leviers possibles, hein, en termes émotionnels, en termes intellectuels, pour essayer de justifier ça. Et ce sont aussi eux qui vont vraiment avoir des propos violents et dénigrants à l'égard de toutes nos réactions de révolte, hein, que ce soit dans les banlieues, que ce soit dans les campagnes, que ce soit au moment des Gilets jaunes, que ce soit après le meurtre de Naël. C'est vraiment ceux qui vont créer l'atmosphère idéologique qui rend légitime et juste la répression. Donc ça, c'est la sous-bourgeoisie, et d'autres la nomment autrement. Nous, on a pris ce terme-là parce qu'il est intéressant, parce qu'il montre vraiment l'idée d'un niveau. Moi, je trouve que c'est assez visuel. Mais par exemple, le sociologue Alain Beer, lui, il parle de classe d'encadrement capitaliste, ce qui est aussi intéressant comme expression, parce que là, on voit plus la notion d'encadrement, d'embrigadement, de faire en sorte que la société tienne telle qu'elle est. Et puis, tu parlais du terme de bobo, peut-être qu'on pourra y revenir, mais moi, ce terme-là, je le trouve vraiment confusionnant. On ne l'utilise pas du tout à Frustration Magazine. C'est un terme qui a été forgé dans les années 2000 par un conservateur états-unien, et qui avait vocation plus à en fait, décrire ce groupe-là, mais uniquement sous l'angle des pratiques culturelles et de la pensée politique. C'est-à-dire, globalement, les gens progressistes ou de gauche des grandes villes, qui étaient quelque part décrits comme la nouvelle classe dominante. Et en fait, dedans, ça permet d'englober des profils
absolument variés, qui vont de l'intermittent du spectacle, au prof, à l'instit, tous les gens qui ont plus ou moins un lien avec des professions culturelles et dont l'extrême droite s'amuse à dire que c'est la réelle classe dominante. On voit bien que c'est très différent de la sous-bourgeoisie qui, elle, est vraiment une classe qui est en position de pouvoir et qui se bat avant tout pour la prospérité de la bourgeoisie. Donc là, on arrive un peu à définir un peu les contours de la bourgeoisie, mais du coup, c'est quoi l'opposé de bourgeoisie? Est-ce que c'est le prolétariat? En fait, l'opposé de la bourgeoisie, ça va être toutes celles et ceux qui ne possèdent pas de moyens de production et qui sont pas dans la direction de l'État et de la haute administration. Donc en fait, ça fait beaucoup de monde, hein. Alors, par exemple, en France, 90% des actifs, ils sont salariés, donc ils sont dans une position subordonnée de fait. Donc en fait, ça englobe énormément de gens, y compris dans des secteurs variés. Ça peut être des gens qui travaillent dans des bureaux, ça peut être des gens qui travaillent sur des chantiers, ça peut être des gens qui travaillent dans des entrepôts. En fait, c'est tout ça, l'opposé de la bourgeoisie. C'est vraiment toutes ces personnes dont la majeure partie des revenus tout au long de leur vie viendront de leur travail, et puis aussi toutes ces personnes qui sont privées de travail ou qui ne peuvent pas travailler, et qui tirent leurs revenus du système de protection sociale et de nos assurances collectives. Donc en fait, ça fait beaucoup de monde, et tous ces gens-là, leurs moyens de subsistance ne sont pas liés à la possession de patrimoine productif. Alors, après, est-ce que c'est le prolétariat? Bah, le terme prolétariat, il veut dire exactement ça. Donc ça, c'est clair, hein, voilà, Karl Marx et Friedrich Engels, quand ils parlent de prolétariat, ils veulent dire ça. C'est vraiment les gens qui n'ont que leur force de travail, qu'ils l'utilisent ou pas. Voilà, c'est ça, leurs ressources. Mais ils n'ont pas de capital. Donc en fait, ça fonctionne. Mais est-ce que c'est pertinent d'utiliser ce terme en 2025? En fait, c'est compliqué parce que ce terme, il a quand même été énormément utilisé au cours du XXe siècle. Il a quand même été grandement dévoyé. Je pense qu'il a été principalement dévoyé par les régimes dits communistes d'Europe de l'Est et d'ailleurs, qui en fait ont exalté la figure du prolétaire pour fonder le pouvoir de classes dirigeantes qui étaient des classes dirigeantes bureaucratiques et technocratiques. Et donc quelque part, ils ont un peu caricaturé cette figure du prolétaire pour légitimer leur propre pouvoir et reconduire des nouveaux rapports de classe. En fait, ce terme, il est vraiment entaché par l'histoire. Et autre problème, en fait, il est beaucoup utilisé dans le langage courant comme étant l'équivalent de ouvrier. En fait, la classe ouvrière, c'est une sous-catégorie du prolétariat. C'est les gens qui ont statut d'ouvrier, c'est-à-dire qui font des métiers manuels, physiques, et souvent au sein du secteur industriel. En fait, l'image d'Épinal qu'on a du prolétaire, c'est celle-ci. Or, en fait, les ouvriers, ça représente pas la totalité, évidemment, de celles et ceux qui n'ont que leur force de travail. En France, il y a à peu près la moitié des gens qui sont ouvriers et employés. Les ouvriers, ça représente à peu près 20 à 30% de la population. Donc en fait, quand on utilise le terme prolétaire, le risque, c'est que on soit trop restrictif en quelque sorte, et que du coup, on dégage pas. Ce qui fait quand même la puissance de celles et ceux qui travaillent, c'est leur nombre, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut tenir, parce que c'est ça qui nous montre aussi notre potentiel en tant que classe dominée, c'est que le nombre sera toujours de notre côté, quoi. Donc, contre ces images d'Épinal, alors en plus, voilà, et aussi un truc que je voulais dire, c'est qu'en fait, le terme prolétaire, souvent en français, on l'utilise en disant prolo, c'est-à-dire qu'en fait, il a une connotation culturelle et politique. En fait, les prolos, ça serait des gens qui, à la fois, ont les codes culturels de la classe ouvrière un peu d'antan, et ont aussi les références politiques. Or, en fait, dans celles et ceux qui travaillent ou qui sont privés de travail, il y a énormément de gens, il y a des gens qui il n'y a pas que des gens qui se revendiquent communistes ou qui sont syndiqués. En fait, il y a une diversité de profils idéologiques. Il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui sont libéraux, il y a des gens qui se retrouvent pas dans tout ça, il y a des gens qui s'identifient pas du tout sous ce terme-là. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme classe moyenne, par exemple. Donc en fait, quel terme on peut utiliser pour désigner ça? À frustration, peut-être à défaut de mieux, hein, mais nous, on dit les classes laborieuses, souvent, parce que ça permet, moi, à mon sens, ce terme, il est intéressant parce que, à la fois, ça traduit l'idée du travail, et en même temps, dans le terme laborieux, il y a une connotation qui est celles et ceux qui galèrent, quoi. Ce terme, on l'a vraiment utilisé au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui était vraiment le mouvement de celles et ceux qui galèrent, quel que soit leur statut professionnel, quel que soit leur statut par rapport à l'emploi. C'est des gens qui ne s'en sortent pas, qui ont le sentiment de ne pas s'en sortir et qui ne s'en sortent pas. En fait, ce sentiment, il est largement partagé dans une société où le partage de la richesse entre capital et travail elle se fait de plus en plus au profit du capital. Donc le terme classe laborieuse, peut-être au pluriel, il pourrait permettre, à notre sens, de rendre compte de la pluralité de ce que c'est de ne pas être un bourgeois, justement. Dans l'interview qu'on avait faite tous les deux du vidéaste Usul,
Il faisait la remarque que l'extrême droite s'était réapproprié le terme bourgeois, qui dans leur bouche désigne en gros les woke de centre-ville. Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, je pense qu'en fait, l'extrême droite, donc, il y a une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle instaure beaucoup de confusion dans les rapports de classe. Je veux dire, historiquement, elle existe aussi pour ça. Quand on voit l'histoire de l'extrême droite française, c'est des gens dont la principale mission, c'était de mettre fin à la lutte des classes en créant d'autres clivages. Sous le régime de Pétain, le projet, c'était clairement ça, c'était mettre fin à tous les référentiels de lutte des classes pour mettre en place une sorte d'union nationale qui existait par l'exclusion d'autres personnes, par exemple à l'époque les juifs. Et maintenant, l'extrême droite, elle exclut d'autres personnes, par exemple les musulmans. Donc forcément, elle instaure beaucoup de confusion, et effectivement, ils ont tendance à capturer certains termes de gauche, et leur usage du terme bourgeois, alors moi, je sais pas si je pense comme Jules, je trouve que c'est pas si répandu. En fait, l'extrême droite longtemps a utilisé ce terme de bobo. Là, ils vont dire les woke des centres-villes, effectivement. Donc en fait, ils essaient de stigmatiser une nouvelle classe. Ils essaient toujours de repeindre une classe dominante qui serait en fait les gens des centres-villes, par exemple. Donc ils vont instaurer un critère géographique plutôt qu'un critère social. Au passage, ça leur permet toujours d'invisibiliser le règne de la bourgeoisie finalement qui a toujours été très proche de l'extrême droite. Et je dirais que je pense que le pari de la part d'une partie de l'extrême droite qui réfléchit à ces questions, c'est de faire en sorte, c'est en fait de faire croire que le fait d'avoir des idéaux progressistes, et par progressiste j'entends en fait simplement ne pas vouloir exclure et déporter toute une partie de la population, parce qu'en fait on en est là, ce serait un luxe qui serait réservé qu'à celles et ceux qui en ont les moyens. Et ça, c'est quelque chose qu'ils répètent beaucoup. C'est en fait, ils disent, vous êtes des privilégiés de centre-ville, c'est pour ça que vous n'êtes pas pour expulser violemment tous les réfugiés, et que vous n'êtes pas pour un régime d'apartheid policier comme celui qu'on connaît. Et ça, cette idée, effectivement, elle est dangereuse. Je pense qu'elle s'impose, hein. Il y a une forme de réussite de ce point de vue-là. Et ça, bah, faut le nier en rappelant toujours hein, que ceux qui ont porté toute une partie de l'ouverture sur le monde, l'internationalisme, ça a été le mouvement ouvrier, toujours. Ceux qui ont porté les régimes fascistes et qui s'en accommodent très bien, c'est la bourgeoisie. Ça a toujours été dans tous les pays où le fascisme s'est instauré et l'extrême droite règne, c'est toujours parce que la bourgeoisie a choisi que c'était la bonne solution. Et que donc l'équivalence entre bien gagner sa vie et avoir des idéaux progressistes, elle n'est pas du tout avérée, même si évidemment, là, on va pas se mentir, hein, il y a énormément de gens qui sont pauvres ou les travailleurs qui votent à l'extrême droite, et il y a des gens qui sont très diplômés et des revenus confortables qui votent à la gauche radicale. C'est vrai, mais ça n'empêche pas que dans les moments clés de l'histoire, jusqu'à présent et dans tous les endroits du globe, c'est quand même la bourgeoisie qui a été le moteur de l'extrême droite, et pas le mouvement ouvrier et les classes laborieuses. Comment savoir si on est soi-même un bourgeois? Justement, on a parlé tout à l'heure de tous les critères culturels que moi je dis, bon bah, dont je dis, bah, ils ont de l'intérêt, parce qu'ils nous permettent de bien décrire et puis de façon assez imagée la bourgeoisie. Mais en même temps, ils évoluent toujours dans le temps. Donc en fait, l'erreur qu'on a tendance à faire, on parlait des études tout à l'heure ou des pratiques culturelles, c'est qu'en fait, on va utiliser une grille un peu datée, et qu'effectivement, si on ouvre le livre de Bourdieu, La Distinction, publié en 1979, on se dit, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire « Waouh, je suis un bourgeois ». Bah en fait non, parce que ces catégories ont évolué, comme je disais. Moi je dis toujours sur le critère principal et quand même essentiel pour comprendre si on est ou pas un bourgeois, c'est de quoi on est propriétaire. Est-ce qu'on est propriétaire d'un patrimoine productif? Est-ce que on est propriétaire de biens qui nous donnent du pouvoir sur les autres? Bah si c'est pas le cas, comme la majorité des gens, bah vous n'êtes pas un bourgeois. Vous pouvez avoir des idéaux qui vous font rêver, vous pouvez apprécier le luxe, vous pouvez apprécier, je sais pas moi, les meubles anciens, vous pouvez apprécier faire de l'équitation ou du golf, vous pouvez même penser comme un bourgeois. N'empêche que la bourgeoisie, c'est un état de fait, c'est pas un état d'esprit. Donc pour moi, il faut vraiment se rappeler quelle place on a dans la lutte des classes. Et cette place-là, elle est définie principalement par les capitaux qu'on possède et le pouvoir qu'on a sur les autres. Bon, mais en France, du coup, c'est pas la bourgeoisie qui a toujours régné. La classe qui dominait avant, c'était l'aristocratie. Et qu'est-ce qui différencie la bourgeoisie de l'aristocratie et comment la bourgeoisie, elle a réussi à s'imposer? L'aristocratie, ça a été la classe sociale dominante en fait pendant la plus grande partie de notre histoire récente, hein.
effectivement, elle a dominé pendant des siècles en Europe occidentale. L'aristocratie, elle tire son pouvoir de la propriété foncière, c'est-à-dire de la propriété de terre. Et cette propriété, la spécificité de l'aristocratie, c'est que c'est une propriété qui est héréditaire. Donc cette classe-là, elle a été régnante pendant très longtemps, parce que pendant très longtemps, en Europe occidentale, l'économie était principalement basée sur la production agricole. C'était ça qui faisait la différence. Et donc l'aristocratie, elle régnait donc au sein de ce mode de production qu'on appelle féodal, jusqu'à ce que, en fait, il y ait différentes grandes évolutions qui transforment le système économique. Et une de ces grandes évolutions, c'est la colonisation du monde par, pour le coup, la bourgeoisie de l'Europe occidentale. Donc il y a eu des grandes étapes. Une des étapes très importantes, c'est quand même la colonisation de l'Amérique, parce qu'en fait, ça a provoqué un afflux de richesses, non pas vraiment pour l'aristocratie, même si elle y a aussi pris part, mais par toute une classe émergente qui était la bourgeoisie. La bourgeoisie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le terme vient de bourg, c'est-à-dire le bourg, les villes. Donc en fait, les bourgeois, c'était ceux qui habitaient les villes, en opposition à l'aristocratie qui, elle, habitait par exemple des châteaux, etc., et régnait sur le monde rural, quoi. Donc en fait, ces habitants des bourgs, les bourgeois, ils se sont considérablement enrichis parce que c'était une classe composée de marchands, d'artisans, etc. Et tant qu'en fait, les marchands, il y en a toujours eu, mais pendant toute une période, le commerce, l'échange de marchandises d'un pays à l'autre, alors ça a toujours existé, mais ça a pris vraiment un essor particulier et ça a généré énormément d'afflux de richesses et de capitaux à partir du moment où il y a eu la colonisation, qui était vraiment une mise en ordre capitaliste du monde, quoi. Donc en France, par exemple, toute une partie de la bourgeoisie, elle doit son essor à, par exemple, non seulement la colonisation d'Amérique, mais en plus le commerce d'esclaves et l'exploitation d'esclaves africains. Donc ça a été vraiment un énorme truc, et je veux dire, on en a les traces architecturales, hein, des villes comme Bordeaux, La Rochelle ou Nantes doivent leur essor très visible par des ouvrages et voilà, des créations architecturales, etc., portuaires, par ce qu'on appelle pudiquement le commerce triangulaire, qui est quand même un crime contre l'humanité. Donc en fait, à partir de ce moment-là, longtemps les deux classes ont coexisté, et puis à partir du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, notamment, particulièrement, en fait, la bourgeoisie, elle devient tellement puissante qu'elle prend le pouvoir politiquement, alors progressivement. Moi, j'aime bien parler en fait, il y a des repères architecturaux dans nos villes qui nous permettent de comprendre ça. Par exemple, à Bordeaux, on peut voir le Palais de la Bourse, qui est cette espèce d'édifice très impressionnant face à la Garonne. Cet édifice, il a été construit comme une bourse de commerce pour la bourgeoisie. On voit bien la façon dont il était construit, il y avait de la prétention là-dedans. C'est pareil sur l'Hôtel de Ville de Paris. L'Hôtel de Ville de Paris, initialement, c'était un bâtiment qui était construit par la bourgeoisie, vraiment pour cette classe des marchands. Et on voit bien que c'est un bâtiment qui est construit avec une architecture très travaillée pour concurrencer Palais Royal du Louvre, qui était à quelques centaines de mètres de là. Donc en fait, on comprend bien les antagonismes qui commençaient à se créer, et qui ont abouti à des confrontations comme la Révolution française, par exemple, et énormément d'autres épisodes révolutionnaires au cours du XIXe siècle. Mais ce qu'il faut comprendre, dans le cas de la France, mais aussi dans le cas de nombreux autres pays d'Europe, c'est qu'en réalité, ça n'a pas été une classe qu'on a remplacé une autre brutalement. En fait, ça a été une hybridation entre deux classes sociales. C'est pour ça que c'est toujours pertinent de parler d'aristocratie aujourd'hui, parce qu'en France, il s'est passé quelque chose qui a été très bien documenté par les sociologues Michel et Monique Pinson-Charlot, qui sont les spécialistes de la grande bourgeoisie. C'est qu'en fait, il y a une hybridation au sens de l'aristocratie, étant donné que la propriété foncière, c'est-à-dire la propriété agricole, c'est quelque chose qui valait de moins en moins par rapport à la propriété industrielle, a diversifié ses capitaux pour rester dans la course. Et puis la bourgeoisie, elle s'est aristocratisée, quoi. C'est-à-dire qu'elle a adopté un mode de vie aristocrate. Et c'est frappant de voir que l'essor de la construction et la rénovation de châteaux en France, par exemple, c'est le 19e siècle. Donc c'est vraiment quand la bourgeoisie industrielle voulait réussir à montrer qu'elle aussi, elle pouvait mener la grande vie de château. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui est fou, c'est que les nouveaux bourgeois, les nouveaux riches, un des trucs qu'ils font, c'est d'acheter des châteaux. Par exemple, Xavier Niel, il a acheté un château, une sorte de beau château, qui est un peu la réplique du château de Moulinsart dans Tintin, si vous voyez un peu. Et ben, Xavier Niel, pour le coup, c'est vraiment un nouveau riche, qui a eu une ascension liée au secteur des télécoms, etc., qui n'a pas eu des débuts très glorieux, mais qui maintenant veut vraiment appartenir à la bourgeoisie française. Et pour ça, il faut qu'il adopte certains codes de l'aristocratie. Et la vie de château, ça en fait partie. Et en fait, il suffit de le voir, hein, dans les grandes familles
de la bourgeoisie française, il y a beaucoup de gens qui ont des particules. Et encore maintenant, quand on regarde, il y a quelques études qui sont faites sur les noms de famille dans les très grandes écoles, type Polytechnique, etc. Il y a énormément d'aristocrates, il y a énormément de gens qui s'appellent de machin, de trucs, etc. Alors que dans la population générale, c'est très rare de croiser quelqu'un qui a une particule. Dans la bourgeoisie française, c'est monnaie courante. Donc en fait, l'aristocratie française régnante a survécu à travers son hybridation bourgeoise, quoi. Est-ce qu'il y a une différence entre bourgeoisie et capitaliste? Là encore, c'est intéressant. Je pense que capitaliste, effectivement, c'est un terme précis, qui a vraiment l'avantage de la précision, parce qu'il désigne vraiment là, la possession de capitaux productifs, hein. Donc au moins, on s'y trompe pas, hein. Je pense qu'autant on peut se dire ah, je suis peut-être un bourgeois parce que j'ai des goûts de luxe ou que j'ai un grand appartement. Par contre, se dire capitaliste, il faut regarder l'état de son compte en banque et voir où son argent est placé, mais généralement, on répond vite à la question, quoi. Parce que vraiment, capitaliste, c'est la possession de capitaux. Pour autant, par exemple, la frustration, pourquoi on dit bourgeoisie plutôt que capitaliste? Bah, pour ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'en fait, la classe bourgeoise, c'est une classe qui, effectivement, a ce niveau de pouvoir et de richesse parce qu'elle est principalement composée de capitalistes, qui sont le moteur économique de cette classe-là. Mais on voit aussi que si elle règne, c'est parce qu'elle a su régner dans plusieurs secteurs à la fois. Donc, par exemple, être à la direction de l'État. C'est flagrant, vraiment, quand on regarde, par exemple, si vous allez sur Wikipédia voir un peu les biographies des hommes politiques français, en fait, on voit souvent qu'ils ont des frères et sœurs, ou des parents, ou des cousins, qui sont des capitalistes. C'était le cas pour Nicolas Sarkozy, c'est le cas, il me semble, pour Villepin, enfin, c'est le cas pour beaucoup de gens, y compris à gauche, qui, en fait, sont dans la même famille, la même fratrie que des gens qui vont être capitalistes. Et c'est ça la bourgeoisie, en fait, hein. C'est un système familial et de classe qui permet de contrôler l'ensemble de la société. Donc c'est pour ça que moi je préfère dire bourgeois, parce qu'en fait ça rend compte de cette configuration de classe, qui passe principalement effectivement par la possession de capitaux économiques, mais s'ils arrivent à garder le monopole des capitaux économiques et le monopole de l'exploitation du travail, c'est bien parce qu'ils dirigent l'État, c'est bien parce qu'ils dirigent le secteur culturel, et donc je trouve qu'en fait, si le terme capitaliste est plus précis, il est aussi plus restrictif, et donc bien entendu que à de très nombreuses occasions, on le voit bien dans nos articles ou nos vidéos, par moments on va dire capitaliste quand vraiment on cible la monopolisation de l'exploitation du travail, la monopolisation du capitaux, et on va dire bourgeois quand on veut parler du phénomène plus globalement de domination sociale, c'est-à-dire de domination sur l'ensemble de la société. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire renverser la bourgeoisie? Il faut essayer de ne pas être dogmatique là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la question de comment on renverse la bourgeoisie, elle anime le mouvement ouvrier et ses théoriciens depuis au moins le début du XIXe siècle. Ce qu'on peut en dire, en tout cas à l'état actuel de nos réflexions, à Frustration Magazine, aux miennes à travers mes bouquins, c'est qu'il y a peut-être 3 façons de renverser la bourgeoisie, en fait. Et on va y revenir, mais dans l'idéal, il faudrait réussir à faire les 3 choses en même temps. D'abord, moi je trouve qu'il y a un renversement idéologique qu'il faut faire de la bourgeoisie, et je pense qu'on est beaucoup à s'employer à le faire, et toute une partie de la population en réalité le fait. C'est-à-dire ne pas prendre pour argent comptant, et ne pas prendre pour soi les croyances que la bourgeoisie essaie de nous inculquer, et qu'elle essaie de nous inculquer à longueur de temps. Donc, par exemple, il y a un sujet qui revient tous les 2 mois, c'est la valeur travail. La valeur travail, c'est cette idée que le travail, quel qu'il soit, quel que soit son prix, quelles que soient ses conditions, a une valeur en soi. Et que c'est bien de travailler, même si on souffre, même si on est seul, même si on est déprimé. Travailler, c'est mieux que tout. Et ne pas travailler, c'est pire que tout. Voilà, ça, c'est vraiment une croyance bourgeoise que la bourgeoisie essaie d'inculquer à la classe ouvrière et à la classe des travailleurs depuis vraiment la nuit des temps. Bon, le fait d'être sceptique par rapport à ça, le fait de s'en détacher, soi-même au quotidien d'ailleurs, de dire franchement, je vais arrêter de me tuer à la tâche pour ce boss qui me parle mal, ça c'est déjà quelque part renverser la bourgeoisie. Voilà. C'est ne pas la laisser s'installer dans notre tête, quoi. Parce qu'en fait, la bourgeoisie, son monde idéal, c'est un monde où tout le monde pense comme des bourgeois sans être des bourgeois. Voilà. Donc il y a un renversement idéologique à faire. C'est imposer un autre système de valeurs. Ça, c'est important. Ensuite, il y a un deuxième aspect. Quand on dit renverser la bourgeoisie, on dit lui reprendre le pouvoir politique qu'elle monopolise. Donc, on parlait de l'oligarchie tout à l'heure, c'est faire en sorte qu'on vive plus dans un régime oligarchique. C'est de faire en sorte qu'il existe un grand nombre de contre-pouvoirs, que le pouvoir politique soit assuré vraiment par l'ensemble de la population et pas juste une partie d'entre elles,
Et là, je dirais que c'est une réflexion qui est très avancée dans énormément de milieux, c'est de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas une autre constitution, une autre république, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des élus qui représentent la diversité de la population, par exemple, je sais pas, des quotas sociaux à l'Assemblée nationale, où il y aurait la moitié des députés qui seraient ouvriers ou employés. Voilà, toutes ces réflexions, elles existent, elles ont été très portées au sein du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, de dire, plutôt que d'avoir des représentants qui en fait représentent la bourgeoisie, prendre des décisions à notre place, il faudrait qu'on prenne directement les décisions nous-mêmes à notre initiative, avec des référendums d'initiative citoyenne, par exemple. Très bien. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut penser à troisième type de renversement de la bourgeoisie, c'est reprendre à la bourgeoisie son pouvoir économique. C'est vraiment lui retirer ce qui fait d'elle, en fait, une classe dominante, et ce qui fait d'elle, d'ailleurs, une classe tout court. En fait, pour moi, c'est vraiment dissoudre la bourgeoisie. Alors, pas dissoudre ses membres, mais comme on dissout une association, quoi. On met fin à ses activités, voilà, rideau. Eh bien, c'est simplement lui retirer son pouvoir économique, lui retirer effectivement toute une partie des richesses qui fait qu'elle a du pouvoir sur nous, et puis même retirer l'idée même que la possession de capitaux donne du pouvoir sur les autres. Donc là-dessus, il y a de nombreux débats, hein. Il y a plusieurs choses. Ça peut être déjà retirer le pouvoir sur le travail, ça peut être mettre fin aux mécanismes de marché, aux mécanismes de marchandises qui font que il y a de la richesse qui est créée comme ça à travers nos échanges. En fait, on pourrait avoir des échanges de biens et de services qui génèrent pas de profit, qui génèrent pas de valeur, qui donnent du pouvoir aux uns sur les autres. Voilà. Ça, c'est possible. Donc ces réflexions, elles existent. C'est pas du tout les idées qui manquent. Mais pourquoi je disais que pour moi, ce troisième type de renversement, il est essentiel, enfin pour moi, en fait, déjà pour nous à Frustration Magazine, et puis quand même pour, depuis 2 siècles au moins, toute une partie du mouvement ouvrier et du mouvement prolétaire, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et on s'en rend compte tout le temps, que le problème, c'est qu'on a beau essayer de changer les institutions, on a beau essayer de retirer du pouvoir culturel, et c'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a vraiment eu des moments où la bourgeoisie, elle a quand même perdu le contrôle. Par exemple, dans l'immédiate après-guerre, la Libération, elle a quand même perdu le contrôle parce que, comme elle avait massivement collaboré en France, elle a perdu le contrôle pendant un court temps, hein, des institutions politiques. Mais on a bien vu que comme à chaque fois, on a laissé la bourgeoisie redevenir un groupe dominant et qu'on lui a pas retiré son pouvoir véritable, hein, qui est le pouvoir économique, en fait, on a beau faire les systèmes les plus parfaits, avec les référendums, avec des constitutions, etc. La bourgeoisie, elle a un tel niveau de richesse qu'elle peut tout corrompre, quoi. Et ça, je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête, pas pour être pessimiste, mais pour être vraiment réaliste sur ce que peut être la démocratie, par exemple. En fait, une démocratie purement formelle, où on aurait des institutions parfaites, avec des contre-pouvoirs, etc., ça pourrait exister. Mais à partir du moment où on est dans une société où il existe de telles inégalités de richesse, où en plus toute une partie de la population est au moins 35 heures par semaine assujettie à un autre groupe social, cette démocratie-là, elle n'est pas réelle, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut penser ces trois formes de renversement simultanés. On pourra faire des institutions aussi parfaites que possible. Si on a une classe sociale qui s'enrichit à travers le temps, et puis surtout qui exploite toute une partie de l'autre, en fait, la démocratie, et même les droits de l'homme, même les droits sociaux, ça reste quelque chose de très abstrait. Donc, retirer la propriété des moyens de production, ça ne veut pas dire tout collectiviser comme on entend, c'est pas partager absolument tous les biens, etc., c'est pas vivre tous en commun. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça, et puis en fait, ça changera pas la vie de plein de gens. En fait, c'est retirer ces outils et ces capitaux. Après la Seconde Guerre mondiale, on a retiré, par exemple, tout ce qui est les assurances santé, par exemple. Concrètement, dans les années 20-30, on a commencé à s'assurer effectivement contre les risques de la vie, et en fait, ça, on l'a retiré du marché. La sécurité sociale, ça comporte toute une partie de notre vie en société qui n'appartient pas à la production capitaliste et qui génère pas de profit. Alors évidemment, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on voit bien que la santé, ça a été énormément marchandisé, qu'à mesure que le périmètre de la sécurité sociale se replie, en fait, ça a généré des nouveaux profits pour les complémentaires santé, que l'industrie pharmaceutique s'est énormément enrichie là-dessus. Mais c'est vrai que ça a été un embryon d'autre chose dans notre vie. Donc dissoudre la classe bourgeoise, c'est lui retirer les outils de son pouvoir et les retirer pour longtemps. C'est quelque chose qui est à notre portée, ça c'est vraiment important de le dire. C'est qu'en fait, on a, malgré nos impressions, des ressources qu'on n'avait pas précédemment.
Par exemple, on parlait tout à l'heure du niveau d'études. En fait, on n'a jamais été aussi éduqué et on n'a jamais eu un tel niveau de qualification collectivement. Ça change beaucoup la donne, parce que ça veut dire que pendant longtemps, la bourgeoisie, elle disait quelque part, elle était la seule à pouvoir administrer l'économie. C'était la seule qui monopolisait un certain nombre de savoirs. Bah, en fait, de nos jours, c'est faux. Il y a énormément de gens qui qui ont des compétences en comptabilité. Toute la population quasiment est lettrée, a une connaissance de base en mathématiques. Bref, autant de choses qui pouvaient sembler vraiment hors de portée de la classe ouvrière au début du XXe siècle. Bah, en fait, c'est tout à fait à notre portée. Et c'est valable en France comme en fait partout dans le monde, quoi. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Puis je pense qu'il y a un autre point positif qui peut sembler paradoxal, c'est qu'en fait, la bourgeoisie ayant concentré en ses mains autant de richesses, il y a tellement de monopoles qui se sont créés que quelque part, si on veut vraiment récupérer ces richesses, ces outils, cette propriété des moyens de production, bah, en fait, on sait où la trouver. Et ça, c'est important de le dire, et c'est pour ça que c'est important d'incarner la bourgeoisie, de lui donner un nom, de donner son adresse. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire dans Frustration Magazine.